Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer quoi faire quand un ordinateur démarre mais que Windows ne démarre pas. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire parce que c'est pas forcément super facile à comprendre, donc j'allume cet ordinateur et vous allez voir. En gros, l'idée c'est que ceci qui va apparaître tout de suite sur l'écran logiquement, voilà, ça, c'est-à-dire le BIOS démarre, mais ensuite, dès que ça arrive à Windows, eh bien l'ordinateur met un écran bleu, ou redémarre d'un coup, et puis remontre ça à nouveau, ou tout simplement, l'ordinateur reste bloqué sur un écran noir, ou ce genre de truc, où il reste un truc bizarre et complètement incompréhensible à l'écran, comme par exemple une phrase en anglais, un truc comme ça. Et en gros, ça veut dire que l'ordinateur arrive à démarrer, c'est-à-dire qu'en gros, les pièces arrivent à s'initialiser, tout ça, il n'y a pas de souci, mais l'ordinateur n'arrive pas à aller jusqu'au bout du démarrage, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc qui va pas, mais pas dans l'ordinateur, a priori, c'est surtout dans le disque dur. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est pourquoi il y a un truc qui va pas dans le disque dur, donc il va falloir savoir si l'ordinateur va parfaitement bien et c'était juste un coup de pas de bol, ou si c'est la mémoire vive qui aurait un problème, ou le disque dur qui aurait un problème, ou autre chose. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer à aller sur un autre ordinateur pour graver un CD ou mettre sur une clé USB le système d'exploitation Ubuntu, c'est-à-dire en gros Ubuntu pour les PC, on va dire assez anciens et tout ça, parce que je suppose que si votre ordinateur a ce genre de problème, c'est qu'il doit pas être tout récent. Donc en gros, si votre ordinateur a au minimum 512 MO de mémoire vive, peut-être que ça marche avec 256, mais s'il a minimum 512 MO de mémoire vive, vous pouvez utiliser la méthode que je vais vous donner. Sinon, s'il a moins de 512 MO de mémoire vive, va falloir trouver une autre méthode. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Ubuntu sur un CD ou sur donc une clé USB, et je vous retrouve juste après. Alors, je vais vous expliquer comment faire ça à partir de Windows, étant donné que sous Linux, c'est vraiment trop simple, il suffit de faire un clic droit sur l'ISO et faire graver le disque. Donc sous Windows, ce qu'on va faire, donc déjà on va commencer par télécharger Ubuntu. Alors on va taper Ubuntu sur Google, hop, et là vous avez lubuntu.net. Vous allez sur le site lubuntu.net, qui est le site officiel de Ubuntu, puis ensuite vous allez dans la section Download, ce qui veut dire téléchargement en anglais pour ceux qui savent pas encore. Donc voilà, ensuite vous avez tout ça qui apparaît, et là vous avez ici, c'est là où il faut que vous cliquiez, comme vous le voyez à cet endroit-là, là. De l'autre côté, là, c'est pour avoir le point torrent, pour le télécharger en torrent, et là, c'est la version 64 bits. Ça, c'est pour les Mac. Alors, ça peut peut-être vous servir pour les PowerPC et pour les Mac, à la limite, si vous avez un problème avec un Mac. Mais en tout cas, pour les PC normaux, prenez cette version-là. Même si votre PC est 64 bits, vous pouvez prendre celle-là, ça fonctionnera sur tous. Donc, on clique ici. Enregistrer le fichier, hop, voilà, et hop, ça télécharge, comme vous voyez, hop, c'est parti pour télécharger ça. Je l'ai déjà téléchargé avant pour aller plus vite dans mes explications. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger de quoi graver un disque. Alors mettez dans votre graveur DVD un DVD regravable ou un DVD gravable, pas de problème. Ça marche aussi avec certains CD normaux, mais il y a des chances pour que l'image ISO soit un petit peu trop grande pour loger dans un CD normal. Donc ça c'est pas trop grave, enfin CD regravable quoi. Donc bon, ça c'est pas trop grave, vous pouvez essayer, il suffira juste d'activer l'overburning, c'est-à-dire en gros de graver au-delà des capacités du CD, c'est pas trop grave. Logiquement avec Ubuntu ça devrait fonctionner sans avoir besoin avec un CD normal quoi. Donc on va sur Image Burn, donc j'ai tapé dans Google encore une fois IMG Burn, donc ça s'écrit comme ça. Ensuite je clique ici, hop, le site officiel, tout simplement. Ensuite, on va dans Download, encore une fois, ce qui veut toujours dire télécharger. On va cliquer sur le premier miroir, ici, hop. Ensuite, ça télécharge le truc. Enfin, ça fait apparaître ça, notamment, pour l'instant. Et si ça ne télécharge pas automatiquement, on clique ici. Vous connaissez sûrement déjà ça, bien entendu, mais bon, là, je pars vraiment pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, j'ai cliqué sur le lien qu'il y avait là. Maintenant, je vais encore recliquer sur ce lien-là. Putain, mais c'est un site vraiment pourri, celui-là. Ah non. Visiblement, c'est pas le genre de site... c'est encore ce genre de site qui nous balade dans tous les sens. Bon, on va aller voir un autre miroir pour voir ce que ça donne. Juste par sécurité, au cas où que celui-là ait envie de nous balader dans la merde. Allez, on va essayer quoi? Softpedia? Allez hop. Je connais déjà ce site, je sais qu'il pose pas trop de problèmes, a priori. Donc je clique là. Hop, là aussi il me demande encore certains miroirs, je clique là, et maintenant j'attends un petit peu, ou je clique ici, si ça veut pas partir, voilà, c'est parti, je fais enregistrer le fichier, j'attends un petit peu, une fois que c'est téléchargé,
J'ai plus qu'à cliquer dessus pour lancer le... Je vais annuler ça parce que ça sert à rien. Vu que je l'ai déjà téléchargé, vous le voyez sur le bureau peut-être. Donc, hop, 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 hop. Allez, allez. Voilà, maintenant que c'est téléchargé, je clique dessus. Je clique sur exécuter. Et là, comme tout programme Windows, alors c'est un programme pour graver des disques, hein. Si votre graveur n'était pas donné avec un logiciel pour faire ça, et même s'il est fourni avec un logiciel pour faire ça, certains n'ont pas la fonction gravure d'image ISO. Donc je vous conseille d'utiliser celui-là, il marche avec tous les graveurs de toute façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur Custom, ici, juste pour au cas où. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de truc spécial. Hop, je fais suivant. Je fais suivant, enfin c'est next quoi. Ensuite, visiblement, il y a cette saloperie qui va me faire installer des trucs, des toolbars, des trucs à la con. Oh là là, ça fait chier sous Windows. Même les logiciels, les bons logiciels comme celui-là finissent par se retrouver avec des toolbars fournis avec. Donc voilà, je clique sur installation avancée, je décoche tout ce merdier, puis je fais suivant. Puis là, c'est encore une fois un deuxième truc qu'il a envie de me faire installer. Hop, je clique ici, je décoche, et je fais suivant. Putain, ils font chier les adwares, hein. Donc voilà. Ah, un truc qu'on n'a pas sous Linux, ça par contre, hein. Alors ensuite, bon là, il demande si on veut que le truc installe les mises à jour automatiquement. On va faire non, on s'en fout. On va cliquer sur fermer ici. Alors ça me rouvre le site officiel de d'ImageBurn, on n'a rien à faire. Maintenant, hop, je fais close, et hop, c'est bon, nous avons notre logiciel de gravure, un bon logiciel de gravure. Malheureusement, les tonnes d'adware qui sont donnés avec, que l'on peut bien entendu désactiver à l'installation, mais ça fait vachement chier ça. Donc, voilà ce qu'on doit faire. Graver une image sur un disque. On va cliquer sur cette icône-là, hop. Ensuite, on clique ici pour parcourir, pour chercher l'image sur le disque dur. Alors, dans mon cas, il est sur le bureau, hop. Ubuntu ici, hop, voilà, je clique 2 fois ici, et là, il me l'a choisi. Ensuite, il suffit de mettre un disque dans le lecteur et de cliquer là-dessus, et hop, c'est parti pour graver le truc. Donc je vais pas le faire parce que j'en ai un petit peu rien à faire d'avoir un autre CD gravé d'Ubuntu, mais bon, voilà. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la deuxième possibilité. Vous pouvez en faire... vous pouvez le mettre sur un USB. Alors je vous déconseille de faire ça pour les vieux ordinateurs, c'est-à-dire tous les ordinateurs qui datent d'avant 2009, je vous déconseille de faire ça parce que c'est plus facile de faire démarrer un CD avec ces ordinateurs-là. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement chercher un logiciel. Alors on peut utiliser UNetBootin, mais il va changer le menu de démarrage, et ça je veux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre programme qui s'appelle le Linux Live USB Creator, ici. Donc hop, je vais dessus. Ensuite, je clique sur télécharger, vous voyez que ce site est en français. Ensuite, bah voilà, il n'y a plus qu'à le télécharger. Bon bah, c'est comme d'habitude, hein, on clique là, ça le télécharge et tout ça. Mais je l'ai déjà installé sur l'ordinateur, donc je vais pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. Hop, voilà. Et ce petit logiciel qui va vous montrer sa jolie petite interface bientôt, vous permet de faire des CD, enfin des CD, plutôt des live USB, c'est-à-dire des clés USB démarrables, bootables quoi, à partir de pas mal de trucs. Donc là vous choisissez votre clé USB, puis ensuite vous pouvez cliquer sur télécharger ici pour télécharger directement à partir du logiciel ce que l'on a envie de télécharger, comme par exemple Ubuntu 13.04, comme là où vous pouvez télécharger manuellement, automatiquement, enfin bon voilà. Vous pouvez aussi utiliser l'autre méthode, c'est-à-dire revenir en arrière ici et directement choisir votre image ISO à partir de là. Donc voilà, vous allez sur le bureau, vous utilisez Ubuntu, voilà, bon bah... Donc voilà, ça vérifie le truc, et ensuite, vous pouvez cliquer ici sur l'éclair pour faire à partir de ça une clé USB bootable qui permet donc de démarrer Ubuntu, ou tout ce que vous avez choisi à partir de là. Pour nos tests, je vous conseille d'utiliser Ubuntu, étant donné qu'il y a beaucoup plus de chances que Ubuntu démarre sur n'importe quel PC, qui soit les plus récents ou les plus anciens. C'est en gros tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de carte graphique 3D supportée pour que ça fonctionne, étant donné que Ubuntu fonctionne avec absolument n'importe quoi, comme n'importe quelle carte graphique, même des cartes graphiques non supportées, c'est-à-dire des cartes graphiques dont il n'y a
aucun pilote pour les faire fonctionner, fonctionneront avec Ubuntu, donc on va essayer avec Ubuntu. Ensuite, une fois que ça a fini de mettre ça sur la clé USB, eh bien on démonte la clé USB en cliquant sur le petit logo comme d'habitude, retirer en toute sécurité une clé USB, et voilà, c'est fait. Donc voilà, on va se retrouver devant le PC maintenant. Alors maintenant que vous avez votre CD, ou comme pour moi, votre clé USB de démarrage, qui vous permet de démarrer Ubuntu sans l'installer donc, eh bien vous pouvez le brancher dans un port USB, puis ensuite vous allumez l'ordinateur, et là au démarrage il va falloir appuyer sur une touche pour accéder au menu de démarrage ou au BIOS. Alors là on se trouve sur un ordinateur IBM, je vais appuyer sur entrée, du coup c'est ce qu'il marque, comme vous voyez hop, il marque quoi appuyer, et là il dit F12 pour faire apparaître la liste des périphériques sur lesquels on peut démarrer. Alors comme vous voyez, si c'est un CD, eh bien il suffit de choisir lecteur CD-ROM à ce moment là, et hop il fait démarrer sur le CD au lieu de démarrer sur le disque dur. Mais on peut aussi choisir périphérique amovible. Dans ce cas-là, sur certains ordinateurs périphériques amovibles, ça veut dire par exemple les clés USB ou ce genre de truc. Mais dans ce cas-là, ça veut tout simplement dire seulement les lecteurs de disquettes. Donc si on le choisit, il se passe rien. Comme il trouve pas de disquette dans le lecteur, il continue le démarrage normal. Ma clé USB est détectée comme un disque dur. Malheureusement, contrairement à beaucoup d'ordinateurs plus récents, celui-là est trop vieux, donc si on appuie sur entrée à ce moment-là, au lieu de faire démarrer ma clé USB comme disque dur, eh bien il va faire démarrer en gros le disque dur interne. Ce qui est con parce qu'il fait pas apparaître un sous-menu où il permet de choisir quel disque dur on veut faire démarrer. La plupart des ordinateurs ont ce paramètre-là, ce sous-menu quoi, qui permet de faire apparaître quel disque dur on veut. Alors à moins qu'on puisse faire apparaître le sous-menu d'une façon que je ne connais pas, parce qu'il y a un plus à côté, ce qui voudrait dire qu'il y en a sûrement plusieurs, mais bon, introuvable sur cet ordinateur comment faire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans le BIOS, qui est la deuxième méthode. Alors pour avoir accès à ce sous-menu, il faut parfois appuyer sur échappe. Alors vous tapotez sur échappe jusqu'à ce que pendant tout le long du démarrage, même avant que l'écran s'allume, parce que des fois l'ordinateur va plus vite que l'écran. Et donc vous tapotez jusqu'à ce que ça fasse ça. Alors la touche sur laquelle il faut tapoter dépend des ordinateurs. C'est ou échappe, ou F8, ou F12. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Donc si vous n'êtes pas sûr, regardez ce qui est écrit à l'écran. Donc je vais vous montrer un truc. Quand vous démarrez l'ordinateur, vous pouvez appuyer sur cette touche, pause ATTN ici, qui est à côté d'arrêt des fils et d'imprime écran. Vous appuyez dessus. Et là, ça bloque le démarrage de l'ordinateur. Bon, là, je suis allé un peu trop loin, mais ça bloque le démarrage de l'ordinateur au moment où ça en est, donc vous laissant le temps de lire. Oups, cet ordinateur démarre vraiment, vraiment trop vite. Donc, j'appuie sur pause ATTN. Hop, voilà. Et là, je suis resté bloqué sur cet écran-là, parce que ça permet de bloquer en gros le BIOS quand on fait ça. Et donc là, ça me dit quelle touche je dois appuyer, etc. Donc là, j'ai tout le temps de lire ce qu'il y a décrit sur l'ordinateur. Sur certains ordinateurs, tout est écrit sur la première page. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur entrée comme sur celui-là. Ça, c'est très rare. C'est vraiment chez IBM qu'on voit ça. Donc ensuite je vais faire entrer, et là il va me dire que pour accéder au BIOS, il faut que je fasse F1. Donc ça c'est la deuxième méthode pour pouvoir démarrer un truc différent d'un disque dur, c'est d'aller dans le BIOS directement. Donc là vous voyez que le BIOS est français parce que IBM a bien fait les choses, malgré que ce soit un vieil ordinateur. Mais c'est rarement le cas, donc l'onglet où je suis, qui s'appelle démarre avec un point, devrait normalement s'appeler boot si on est en anglais, et à la place de séquence de démarrage, on devrait avoir boot séquence en anglais donc, et mais ça peut être aussi organisé d'une manière différente, hein. Les BIOS ne sont pas standardisés, ils peuvent ressembler à tout et n'importe quoi, et c'est bien l'un des problèmes de ça. Donc ce que vous avez à faire, c'est d'aller ici, et là comme vous voyez, là j'ai CD, amovible ça veut tout simplement dire lecteur de disquette dans ce cas-là, disque dur 0, ce qui est donc le disque dur principal, et si j'ai envie que ma clé USB démarre, il faut que je choisisse ici disque dur 1. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il essaye d'abord de démarrer sur un CD s'il en trouve un, s'il en trouve pas, bah il continue, il essaye de démarrer sur le disque dur 2, dans ce cas là le disque dur 2 c'est une clé USB, mais ça peut être aussi un disque dur interne, donc comptez le nombre de disques durs que vous avez en interne, si vous en avez 3, eh bien c'est à dire que ce sera le disque dur 3 qui sera la clé USB, étant donné que le disque dur 3 est égal au disque dur 4 si vous m'avez bien compris, vu que le compte commence à partir de 0. Et donc comme vous voyez, hop, CD-ROM, disque dur 1, ce qui est ma clé USB, et disque dur 0, donc s'il trouve pas de clé USB, il démarre le disque dur normal. On peut aussi faire ça, comme vous voyez, je vais le faire comme ça, non pas 3, on va mettre 2, voilà, 2, 1,
est 0, donc comme je vous ai dit, si vous avez deux disques durs internes, et que, bon, d'habitude on a plutôt le disque dur 0 parce qu'on ne démarre pas sur un disque dur ou l'autre en interne, ça serait un peu bizarre. Donc voilà, et ensuite il me suffit de faire échappe pour revenir en arrière, puis je vais ici, et là, enregistrer et quitter la configuration. Je fais oui, j'attends, et là normalement tout devrait démarrer comme il faut sur ma clé USB. Alors ça aurait été plus simple avec cet ordinateur d'utiliser un CD plutôt qu'une clé USB, étant donné que là j'aurais pu utiliser directement le menu. Et voilà, nous sommes sur le CD, il me suffit juste de choisir français, et là comme vous voyez j'ai le menu. Donc à partir de ce menu là, je peux essayer l'Ubuntu sans l'installer, c'est ce qu'on va faire, et là on va démarrer, et si tout démarre comme il faut à partir du CD, ça veut dire que l'ordinateur est quand même capable de démarrer un système d'exploitation. Donc a priori l'ordinateur n'a pas grand chose à se reprocher. Mais on va faire encore quelques petites investigations en plus, parce que, bien entendu, là, ça n'utilise pas le disque dur pour démarrer. Donc, on ne sait pas, on n'est pas encore certain. Et de plus, si c'est des erreurs au niveau de la mémoire vive qui sont très aléatoires, le PC peut démarrer comme il faut plusieurs fois, et parfois, de temps en temps, créer une corruption qui là posera des problèmes. Donc là, on essaye déjà de faire un démarrage, c'est juste un préalable pour voir ce que ça donne. Et si ça démarre, vous savez que votre ordinateur, a priori, n'a pas grand-chose. Il a peut-être un truc au niveau du matériel, mais en tout cas c'est pas grand chose. Là vous savez déjà que c'est pas grand chose et que vous pouvez soupçonner à 95% votre système d'exploitation, Windows, Linux, macOS, tout ce que vous voulez, QNX, OS2, peu importe, BSD, enfin ce que vous voulez. Donc là vous avez vu, ça a démarré, donc je vais cliquer là pour redémarrer le PC à nouveau. Et là, ce coup-ci, on va faire un test de mémoire pour vérifier si la mémoire vive fonctionne bien. Donc c'est parti. À nouveau, on est sur notre clé USB, hop. Alors si vous avez utilisé le sous-menu, il fallait faire réapparaître le sous-menu pour retourner là-dessus, tester la mémoire, ici, hop. Et on fait ça, et là on attend un petit moment, le temps que ça termine de faire sa vérification. Donc ça peut mettre un certain temps. Vous regardez en haut, vous avez un pourcentage où il y a marqué passe 0%, là. Quand il est apparu à 100%, et que ça est complètement terminé, un petit message va apparaître ici avec marqué que la passe est terminée et qu'il a détecté 0 erreur si tout a bien fonctionné. S'il y a eu un problème, vous aurez toute une liste rouge qui apparaîtra, vous aurez des trucs en rouge qui apparaîtront là. Si vous avez du rouge, c'est que votre barrette de mémoire vive a peut-être un problème, ou tout simplement il peut y avoir une saleté dans le connecteur, hein. Ça peut être tout simplement ça, hein. Ça peut être tout aussi con. Donc là on enlève les barrettes, on les nettoie et on les remet. Mais là pour l'instant on sait pas vraiment ce que c'est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Et on va voir s'il met des erreurs ou non. S'il met pas d'erreurs, eh bien là il faut soupçonner le disque dur parce qu'a priori tout le reste a l'air de fonctionner parfaitement bien. Alors voici un exemple d'erreur, comme vous voyez, j'ai une ligne rouge, ce qui veut dire que tout simplement la mémoire vive a été corrompue à un tout petit endroit pendant une fraction de seconde. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, ce qui est vraiment bête, c'est quand ça défile. Mais là, quand même, vous pouvez vous dire qu'il peut être une bonne idée de démonter l'ordinateur pour nettoyer les connecteurs de la mémoire vive, au cas où que ce soit ça. Si après avoir nettoyé les connecteurs plusieurs fois, ça continue encore à faire cette erreur, faut savoir que c'est la barrette qui a un problème. Pour information, moi c'est le cas, dans le cas de cette barrette de mémoire vive, je sais qu'elle fait cette erreur depuis toujours. Une petite erreur, comme vous le voyez. Bon, c'est pas dramatique, hein, ça a jamais gêné quoi que ce soit, donc je sais que c'est pas un problème. Par contre, si vous voyez un truc comme ça, faites comme je vous ai dit, démontez, nettoyez, il faut essayer de faire disparaître les erreurs que vous pouvez trouver dans la RAM. Donc là, quand vous avez une erreur comme ça, c'est pas la peine de continuer jusqu'au bout, vaut mieux essayer de nettoyer et refaire le test un peu plus tard. Donc là, on va dire qu'on n'a pas eu d'erreur, juste pour continuer dans les expérimentations et voir si ça vient du disque dur. Donc hop, je fais échappe qui permet de redémarrer et je vais revenir sur le menu de ma clé USB. Encore un rappel, utilisez les touches du clavier pour faire venir le menu qui vous permet de choisir sur quoi vous démarrez si vous n'avez pas fait la modification directement dans le BIOS. Donc je choisis en français parce que c'est beaucoup plus pratique, voilà, parce qu'on aura le clavier qui sera en gros mis en mode AZERTY quand on aura démarré l'Ubuntu. Donc on refait essayer l'Ubuntu sans l'installer, on attend. Et là, on va voir si le problème ne pourrait pas venir plutôt du disque dur. Pour information, là, on a fait le gros du truc, hein. Si un même test fonctionne, a priori, le processeur pourrait être instable, mais a priori, ce ne serait pas ça qui pourrait créer des corruptions sur le disque dur à ce point-là, quoi. Alors là, on arrive au cœur du problème, c'est-à-dire qu'en gros, pratiquement toutes les pannes
qui sont matériels, c'est-à-dire tous les problèmes qui ne viennent pas de Windows, mais qui ont fait que Windows est empêché de démarrer parce que il y a eu une corruption quelque part, c'est pratiquement 100% des trucs qui ne viennent pas de Windows seulement lui-même, viennent du disque dur. Ça peut être la mémoire vive, mais c'est tellement rare, c'est juste que c'est une bonne idée de faire ça, d'autant plus qu'on est en train de faire les diagnostics, autant en profiter pour voir si la mémoire vive fonctionne, pour savoir au moins si ça vaut le coup de réparer cet ordinateur. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le menu, dans le coin, comme sous Windows, enfin sauf Windows 8. Ensuite, on va dans Préférences, on clique sur Disque, ici, qui permet de gérer les lecteurs CD ainsi que les disques durs. Ensuite, on va zoomer juste pour... parce que j'ai envie de zoomer, je sais pas pourquoi. On choisit ensuite le disque dur, on peut en avoir plusieurs, hein, ça c'est la liste. On a le lecteur CD, on a la clé USB, on a le lecteur disquette d'ailleurs qui apparaît, même si ça sert jamais à rien maintenant, pourquoi pas. Ensuite, vous choisissez votre disque dur, là c'est celui-là. Ensuite, on clique ici, sur ce petit rouage ici. J'espère que vous voyez à peu près correctement. Et là, vous avez données Smart et Test. C'est en gros l'outil de diagnostic qui est intégré à l'intérieur même du disque dur, dont vous pouvez accéder à ces données à partir de ce programme. Donc, on clique là-dessus. Hop, voilà. Et là, on a tout ce que Smart a découvert. Donc, déjà, on a le premier truc, estimation globale. D'après lui, le disque dur est sain, c'est ce qui a marqué. Ensuite, on a le temps de démarrage, 1 seconde, c'est normal. Et là, on a marqué estimation OK. Donc là, vous pouvez voir, si vous voyez des OK partout, c'est déjà un bon signe. Mais regardez quand même le détail. Nombre de secteurs réalloués, c'est le nombre de secteurs morts qu'il y a eu dans la vie du disque. C'est pas grave s'il y en a quelques-uns. Beaucoup de gens vont vous dire, s'il y en a quelques-uns, hop, c'est le moment de jeter le disque. Moi, sincèrement, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Bon, bien entendu, c'est un mauvais signe pour le disque. Mais bon, il faut toujours faire des sauvegardes de toute façon, hein, parce que même un disque avec 0 secteur mort peut griller du jour au lendemain sans prévenir, hein. C'est vraiment pas un indicateur. Par contre, regardez ce nombre de secteurs, s'il est très grand, genre plus de 10 000, le disque dur est vraiment pas en bonne santé. Si vous en avez entre 1 et 10, c'est vraiment rien du tout. Si vous en avez moins de 5000, ça va encore. Mais voilà quoi. Parce que les secteurs réalloués, ça veut pas forcément dire que les secteurs sont morts et qu'à chaque fois que vous allez gratter dessus, que vous allez écrire quelque chose dessus, eh bien ça va corrompre les données, vu qu'ils sont réalloués. C'est-à-dire qu'en gros, il a été cherché ailleurs dans le disque dur, des endroits où il n'y a jamais rien eu d'écrit, pour, à la place de d'écrire dans un secteur qui a un problème, écrire dans cet autre secteur. Ils ont été réalloués, comme je le dis. Donc, ensuite, regardez plus loin, et plus bas, vous avez nombre de secteurs en attente. Nombre de secteurs en attente, c'est le nombre de secteurs qui a un problème, qui est mort, mais qui n'a pas encore été réalloué. Ça, par contre, si vous avez un nombre conséquent là-dedans, genre si vous en avez plus de 10 là-dedans, c'est très mauvais signe. Si vous en avez que quelques-uns, essayez de copier des gros fichiers dans le disque dur. Logiquement, dès que quelque chose est réécrit sur ce secteur, il devrait passer dans la catégorie secteur réalloué. Par contre, si ce nombre n'est pas égal à 0, il faut que vous fassiez un truc qui puisse réécrire tout le disque pour être certain qu'il arrivera à le réparer. C'est vraiment très mauvais signe, hein, quand ce nombre est au-dessus de 0. Donc ça veut dire que là, vous avez peut-être un problème. Nombre de secteurs incorrigibles, alors là, ça c'est un si c'est plus de 0, le disque dur est mort. Ça veut dire qu'il n'a plus de secteur de sauvegarde, vous savez, les fameux secteurs où il va chercher quand un secteur est mort pour remplacer un secteur mort. Eh bien, ça veut dire qu'il n'en a plus. Il n'a plus de secteur de sauvegarde. Et donc, tous les secteurs morts supplémentaires vont devenir des secteurs qu'il ne peut pas corriger. Ça, si vous voyez ça, c'est fichu, le disque est bon pour la poubelle. Donc, sur certains disques, notamment les disques durs Seagate, vous avez beaucoup d'informations supplémentaires. Genre, par exemple, le nombre d'erreurs incorrigibles qui ont pu se faire. S'il y a eu des erreurs incorrigibles dans le passé, mais que maintenant ces secteurs incorrigibles ont été réalloués,
ça pose pas de problème, malgré tout, vous savez que le disque dur a fait des corruptions duquel il n'a pas pu récupérer les données, ce qui est quand même un mauvais signe, mais si les secteurs ont été réalloués, ça peut aller encore, mais ça serait bien quand même d'utiliser ce disque dur dans le cadre d'un système que vous savez qui a obligatoirement une sauvegarde, comme par exemple un RAID 1 ou un RAID 5, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ce sont des principes de sauvegarde automatique des disques durs. En gros, les données sont redondantes entre plusieurs disques durs, donc si un corrompt les données, c'est pas grave, il va récupérer les données dans les autres disques durs pour réécrire ce qu'il a perdu, quoi. Donc voilà, ensuite la température, on s'en fout un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, bon là c'est un Western Digital, donc il n'y a pas grand chose d'écrit dedans. Donc, si votre disque dur, comme vous avez vu avec Smart, n'a absolument aucun problème, vous pouvez aller plus loin et vérifier si le disque dur a vraiment aucun problème, ou vous pouvez tout simplement vous dire, bon bah voilà, je vais réinstaller Windows, on va lui laisser une seconde chance. Donc là, logiquement, votre ordinateur n'a pas de souci. Par contre, si vous voyez plein de secteurs morts et tout ça, mais que a priori les secteurs incorrigibles est toujours à 0, eh bien, essayez de voir s'il a vraiment raison. Donc pour vérifier s'il a vraiment raison, vous allez là, hop, accessoires, terminal, LX terminal, il s'appelle dans le cas de Ubuntu, et ensuite, là, je vais taper sudo badblocks, qui est un truc pour vérifier les disques durs. Alors sudo badblocks, ensuite on va taper -v-s, -v-vs, ensuite /dev/sd, et là vous faites 2 fois tab, ce qui vous permet de montrer tous les disques durs que vous avez. Donc SDB dans ce cas-là c'est la clé USB, et SDA c'est le vrai disque dur. Donc je fais sudo badblocks-vs /dev/sda, qui est le disque dur 1, hop, je fais entrer, et là vous voyez, il y a un pourcentage qui s'affiche, et qui progresse, qui permet de savoir où on en est dans la vérification du disque dur. Donc là ça met très longtemps, etc. C'est en gros un peu comme le test de surface qu'on fait sous Windows. Alors logiquement ce genre de truc, à part pour voir si un disque dur est bon à récupérer ou bon à mettre à la poubelle, ça ne réparera rien, hein, même sous Windows, hein, avec ScanDisk, enfin avec ScanDisk ou ce qu'il remplace, je sais pas s'ils lui ont donné un nouveau nom, eh bien ça ne répare rien pour information, vraiment. Enfin, ça peut réparer entre guillemets, c'est-à-dire en gros mettre dans une liste de secteurs morts qui, au lieu d'appartenir au disque dur lui-même, appartient au système d'exploitation, mais pour information c'est une très mauvaise idée, parce que si le disque dur n'a pas pu détecter lui-même qu'il y avait un secteur mort, c'est que vraiment il y a un problème avec ce disque dur, jetez-le. Alors ce que vous allez faire, c'est que là vous voyez 0 secteur mort, aucun problème, d'après comment ça s'appelle, enfin d'après l'utilitaire de disque que je vous ai montré avant, enfin c'est-à-dire d'après Smart quoi, aucun problème avec ce disque dur, absolument aucun. Et là vous avez un petit compte avec marqué erreur ici, et là vous avez 0, 0 et 0. Le premier 0 c'est les erreurs de lecture, avec le test par défaut ça teste que les erreurs de lecture de toute façon, donc vous aurez que ce chiffre qui peut augmenter. Si vous faites un test en lecture-écriture avec ce truc là, ce qui effacera tout le disque dur, hein, pour information, sauf si on le fait de manière non destructive avec le truc -n, enfin bon bref, c'est pas indispensable de faire ça, eh bien le nombre d'erreurs augmentera ici, parce que ça ce sont les erreurs en écriture, et le troisième ce sont les erreurs de comparaison, ou je sais pas quoi, enfin bon c'est très compliqué. Ce qui nous intéresse, c'est que le premier chiffre. Si ce chiffre, et les autres aussi, hein, en tout cas, si un de ces 3 chiffres n'est pas égal à 0, là vous pouvez jeter le disque dur, c'est clair et net, il est foutu. Donc là nous sommes à 5%, on continue, et puis on attend 100%, et si ce chiffre reste à 0, eh bien ça veut dire que le disque dur est parfait, a priori, on n'a vraiment pas grand chose à lui reprocher, a priori, voire rien du tout. Donc on peut réinstaller Windows dessus et se dire que le problème visiblement ne venait pas de l'ordinateur, mais c'est juste Windows qui a eu, on sait pas, peut-être un virus, peut-être un truc obscur de Windows, une mise à jour qui s'est mal passée, ce genre de truc. En tout cas, enfin quand je dis Windows, hein, vous pouvez vous dire exactement la même chose avec Linux, hein, ça peut aussi être une mise à jour qui est mal passée, un truc mystérieux de Linux, enfin bon bref, tous les systèmes d'exploitation, macOS c'est pareil, hein, vous pouvez recommencer les mêmes trucs, hein, un truc mystérieux de macOS, une erreur de mise à jour, enfin bon bref, voilà, vous voyez où je veux en venir, hein, c'est
l'informatique c'est pas un truc non plus qui contient l'absolu risque zéro que personne n'a jamais atteint et que personne n'atteindra jamais, parce que c'est évident que ça n'existe pas. Et donc voilà, et bah il reste plus qu'à attendre. Si le disque dur n'a pas de problème, eh bien après ce test-là, en tout cas, si le disque dur n'a pas de problème, eh bien ça veut dire que vous pouvez réinstaller. Si le disque dur a un problème après ça, ça veut dire qu'il faut que vous le changez impérativement. Si Smart vous donne quelques avertissements qui vous paraissent un peu bizarres, eh bien mieux vaut changer de disque dur là avec. Par contre, si vous voyez quelques secteurs morts et aucun secteur incorrigible, a priori, bon, vous pouvez réinstaller Windows là avec. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui va pas. Donc en résumé, 95% des erreurs qu'il peut y avoir sur un ordinateur qui fait qu'il ne démarre pas Windows mais que son BIOS démarre quand même, en dehors de l'overclock, parce que l'overclock, s'il est instable, ça peut venir de là. En tout cas, la majorité des problèmes, c'est-à-dire plus de 95%, viennent de Windows lui-même ou du système d'exploitation, peu importe, qui aurait eu un problème de corruption à cause de ses propres problèmes à lui. Ensuite, dans ces 5% qui restent, 99% viennent du disque dur. Et ensuite, dans les 1%, nous avons les trucs bizarres, genre le processeur qui aurait un truc à la con, le chipset qui serait vraiment spécial, genre certains chipsets SIS qui ne mettraient pas d'erreur dans même test, mais qui auraient quand même des instabilités au niveau du truc qui gère les disques durs. C'est vraiment très 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 rare, mais ça peut arriver. Enfin voilà, donc là vraiment on tombe dans les trucs les plus improbables du monde, qui peuvent arriver sur parfois, disons, c'est des problèmes en plus qui seraient faciles à régler. C'est-à-dire en gros, t'as un disque dur qui marche parfaitement bien, mais t'es pas sûr, parce que l'ordinateur a un problème, il corrompt Windows et tout ça, t'essayes avec un autre disque dur, et là tu vois que ça finit par faire pareil. Et ben là tu sais que le problème vient pas du disque dur, parce que t'as essayé avec deux disques durs qui avaient l'air parfaits, et dans deux cas il s'est passé ce problème-là, et même test dit zéro erreur. Donc là, en gros, si ça arrive deux fois comme ça, et bien là ça veut dire que vraiment, il peut y avoir un problème avec l'ordinateur en lui-même, et là c'est vraiment un gros problème, quoi. C'est genre la carte mère a changé, ou vous êtes tombé sur l'un des très rare, parce que c'est pratiquement infaillible, processeur qui ne marche pas parfaitement bien et qui aurait des instabilités par-ci par-là. Ça peut aussi vouloir dire, et ça par contre c'est ultra rare, mais là on tombe vraiment dans les trucs que j'ai jamais vus de ma vie, mais dont j'ai entendu parler dans certains forums, c'est-à-dire en gros le système d'exploitation qui aurait des bugs avec la carte mère par exemple, et que c'est ça qui créerait des problèmes. Donc là c'est pas un problème hardware, ni un problème logiciel, ni quoi que ce soit d'autre, c'est juste une mauvaise conjonction entre les deux, vous voyez, c'est une mauvaise combinaison qui crée des problèmes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va dire que mon même test s'est déroulé avec zéro erreur. Pour information, quand c'est fini, eh bien le test, je vais l'interrompre pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça montre ça quand on l'interrompt. Quand on ne l'interrompt pas, eh ben ça montre juste encore une fois cette ligne, la même ligne, avec juste marqué 100%, et il y a marqué toujours 000 ou 100, ou voilà, et puis avec un résumé des différents problèmes qu'il aurait pu avoir s'il y a des problèmes. C'est-à-dire par exemple, vous avez la liste des blocs, c'est-à-dire en gros la liste des secteurs dans le disque dur qui seraient morts, et peu importe, hein, regardez pas la liste, c'est pas la peine. Vous savez que votre disque dur est bon pour la poubelle quand il y a ça. Vous pouvez tout de même l'utiliser à la limite pour des tests, des expérimentations, des trucs auxquels vous tenez pas vraiment, ou vous pouvez essayer de le mettre en RAID 1 ou en RAID je sais pas quoi. C'est toujours mieux d'avoir un disque dur qui contient les mêmes données qu'un autre disque dur, même si ce deuxième disque dur est pas forcément ultra fiable, que d'avoir aucune sauvegarde, hein, bien entendu. Donc à la limite ça peut servir comme truc vraiment une vraie grosse roue de secours, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour, et là j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine, et je vais éteindre ce Ubuntu, comme ça au moins le cercle sera terminé. Allez, à plus.